Coucou, me revoici, donc toujours en ce 11, jeudi 11 février, donc 2021. Donc je reviens donc pour Marie-Jeanne en ce qui concerne cette suite de lecture qui est assez spéciale. Et j'ai omis de vous dire dans la précédente vidéo, au niveau des faits, si vous vous rappelez, j'avais sorti le vaccin, l'hôpital, la médecine, etc. Et j'ai oublié de vous le dire. Donc, comment dire? Il y avait quand même quelque chose qui avait un lien avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Dax dans les Landes au niveau de ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'espère que je n'ai rien oublié. Euh, ouais. Voilà, je vais donc continuer cette lecture. Voilà, c'est assez spécial, c'est pour ça que je vous ai demandé si ça pouvait intéresser ou pas. En ce qui concerne donc l'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel, etc., etc. Le chapitre, je le cherche. Voilà. C'est la mort et l'éternel. Donc vous en prenez et vous en laissez. Alors à bien écouter. En marchant dans une forêt qui n'a été ni domestiquée ni dérangée par l'homme, non seulement vous verrez une vie abondante tout autour de vous, mais vous rencontrerez aussi à chaque pas des arbres tombés, des troncs et des feuilles en train de pourrir et de la manière décomposée. Partout où vous regarderez, vous trouverez la vie aussi bien que la mort. En y regardant de plus près, toutefois, vous découvrirez que le tronc et les feuilles en décomposition non seulement donnent naissance à une nouvelle vie, mais sont eux-mêmes pleins de vie puisque des micro-organismes y travaillent. Des molécules se réorganisent. J'avais vu un documentaire à la télé il y a très longtemps où on en montrait ceci. C'était superbe à voir. La mort ne se trouve donc nulle part. Il n'y a que la métamorphose des formes de vie. Quelle leçon pouvez-vous en tirer? La mort n'est pas le contraire de la vie. La vie n'a pas de contraire. Le contraire de la mort est la naissance, donc la vie éternelle. Donc là, je ne vais pas parler de religion ni quoi que ce soit. Je vous lis ce qu'il y a décrit dans ce livre, mais je vais vous raconter certaines choses aussi. De tout temps, les sages et les poètes ont reconnu le caractère onirique de l'existence humaine, en apparence si solide et si réelle, mais en fait si fugace qu'elle pourrait se dissoudre à tout moment. À l'instant de la mort, en effet, l'histoire de votre vie peut vous apparaître comme un rêve tirant à sa fin. Mais même un rêve doit avoir une essence réelle. Il doit se concrétiser dans une conscience, autrement il ne serait pas. Cette conscience est-elle créée par le corps ou crée-t-elle le rêve du corps ou de quelqu'un? Pourquoi la plupart de ceux qui ont survécu à la mort ne craignaient-ils plus la mort? Réfléchissez bien à cela. Il y a eu beaucoup de témoignages de certaines personnes qui ont frôlé la mort, voilà, dans le coma ou peu importe, et qui ont vu certaines choses, etc., etc. Vous savez bien sûr que vous allez mourir, mais cela demeure un simple concept mental jusqu'à votre première rencontre personnelle avec la mort. Une grave maladie ou un accident qui vous arrive ou afflige un proche ou le décès d'un être aimé, ce que j'ai vécu personnellement avec un proche, la mort entre alors dans votre vie en tant que conscience de votre propre mortalité. La plupart des personnes s'en détournent par peur. C'est vrai que ça fait peur. Mais si vous ne bronchez pas et affrontez la fugacité de votre corps qui pourrait se dissoudre à tout moment, vous parvenez à un certain degré de désidentification, même léger, de votre forme physique et psychologique, donc le moi. Lorsque vous voyez accepter la nature transitoire de toutes les formes de vie, un étrange sentiment de paix s'installe en vous. En affrontant la mort avec conscience, votre conscience se libère dans une certaine mesure de l'identification
à la forme. C'est pourquoi dans les traditions bouddhistes, les moines visitent régulièrement la morgue pour méditer aussi parmi les dépouilles. La culture occidentale entretient un déni généralisé de la mort. Même les personnes âgées tentent de ne pas en parler ni d'y penser, et l'on cache les cadavres. Excusez-moi. Une culture qui nie la mort finit par devenir superficielle, préoccupée uniquement par la forme extérieure des choses. Lorsque l'on nie la mort, la vie perd sa profondeur. La possibilité de savoir qui nous sommes par-delà le nom et la forme, soit d'accéder à la dimension du transcendant, disparaît de votre vie, puisque la mort est la perte d'entrée de cette dimension. Les personnes ont tendance à vivre une fin avec un malaise, car toute fin est une petite mort. C'est pour ça que bien dans des langues, l'expression employée lorsque l'on se quitte signifie au revoir. Chaque fois qu'une expérience tire à sa fin, une réunion d'amis, un congé, le départ des enfants, on vit une petite mort. Ouais, quelque part, quand vos enfants grandissent et prennent leur envol, c'est comme une petite mort aussi, d'accord. Euh, de même, des réunions d'amis, de famille, etc. Voilà, quand vous dormez, quelque part, c'est comme une petite mort aussi, d'accord. Donc, une forme que cette expérience a fait apparaître dans votre conscience se dissout, et cela laisse souvent un sentiment de vide que la plupart des gens s'efforcent de ne pas ressentir et de ne pas affronter. Si vous apprenez à accepter et même à accueillir la fin dans votre vie, vous découvrirez peut-être que le sentiment de vide, qui paraissait inconfortable au début, prend une ampleur profondément paisible. En apprenant ainsi à mourir au quotidien, vous vous ouvrez donc à la vie. Quelque part aussi, quand on quitte quelqu'un que l'on aime, ou que ça arrive de quitter quelqu'un que l'on aime toujours, mais parce que c'est plus possible, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Quelque part, c'est une petite mort en nous aussi, hein. C'est pour ça que les gens, souvent, après une séparation, il y en a qui ont du mal à ce qu'on appelle de faire aussi le deuil d'une séparation. Une séparation vivante, hein. La plupart des personnes ont l'impression que leur identité, leur sentiment de soi est une chose incroyablement précieuse qu'il ne faut pas perdre. C'est la raison pour laquelle ils ont si peur de la mort. Il semble inimaginable et effrayant que je puisse cesser d'exister. Mais vous confondez ce précieux je avec votre nom, votre forme et l'histoire qui est associée. Car je n'est qu'une création temporaire dans le champ de la conscience. Tant que votre connaissance se résume à cette identité formelle, vous n'êtes pas conscient du fait que ce caractère précieux est votre propre essence. Votre sentiment le plus intime du je suis, qui est la conscience même, c'est l'éternel en vous et la seule chose que vous pouvez donc perdre. Chaque fois qu'une perte profonde survient dans votre vie, celle de vos biens, de votre maison, d'une relation intime, comme je disais, ou celle de votre réputation, de votre travail, ou de vos capacités physiques, quelque chose meurt en vous. Hein, c'est bien ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure. Vous vous donc sentez diminuer dans votre sentiment d'identité. Vous pouvez également ressentir une certaine désorientation, ce qui est tout à fait normal. Et sans cela, qui suis-je? Lorsqu'une forme que vous aviez donc inconsciemment identifiée à une partie de vous-même vous quitte ou se dissout, pardon, ce peut être extrêmement pénible. Donc elle laisse un trou, pour ainsi dire, dans le tissu de votre existence. Dans ce cas, ne niez pas et n'ignorez pas votre douleur ni votre tristesse. Acceptez leur présence. Méfiez-vous de la tendance de votre mental à élaborer autour de cette perte une histoire dans laquelle vous vous donnez le rôle de victime. La peur, la colère, le ressentiment ou l'apitoiement sur soi sont les émotions qui accompagnent ce rôle. Puis vous prenez conscience de ce que cachent ces émotions et cette construction du mental. Ce trou, cet espace vide,
Je m'excuse, on entend Nouki qui est en train de, de se faire son petit trou avec le plaid et le divan. Bref. Le cas échéant, vous découvrirez peut-être que cet espace n'est pas si terrifiant. Vous aurez peut-être la surprise de contacter qu'une paix en émane. Chaque fois que la mort survient, qu'une forme de vie se dissout, Dieu, le divin, comme vous voulez l'appeler, l'informe et le non manifesté rayonnent par l'ouverture laissée par la forme en dissolution. Voilà pourquoi la mort est ce qu'il y a de plus sacré dans la vie. Voilà pourquoi la paix du divin peut vous parvenir par la contemplation et l'acceptation de la mort. Comme chaque expérience humaine est éphémère, comme nos vies sont fugaces, y a-t-il quelque chose qui ne soit pas sujet à la naissance et à la mort, quelque chose d'éternel? Réfléchissez. S'il n'y avait qu'une seule couleur, disons le bleu, et que le monde entier, avec tout ce qu'il comprend, était bleu, il n'y aurait pas de bleu. Pour que l'on puisse reconnaître le bleu, il doit donc y avoir quelque chose qui ne l'est pas. Autrement, il ne resterait pas, il n'existerait pas. De même, ne faut-il pas quelque chose qui n'est ni fugace ni transitoire pour que soit reconnue la fugacité de toute chose? Autrement dit, si tout était transitoire, y compris vous-même, le seriez-vous? Puisque vous avez conscience de la nature éphémère de toutes les formes, y compris la vôtre, et que vous pouvez l'observer, n'est-ce pas un signe que quelque chose en vous n'est pas sujet à la décomposition? À 20 ans, vous avez conscience de la force et de la vigueur de votre corps. 60 ans plus tard, vous avez conscience de sa faiblesse et de sa vieillesse. Votre pensée a peut-être changé, elle aussi depuis vos 20 ans, mais la conscience de la jeunesse ou de la vieillesse du corps ou du changement de votre pensée n'a subi, elle, aucune modification. Cette conscience, c'est l'éternel en vous. La conscience même, c'est la vie, une et sans forme. Pouvez-vous la perdre? Non, car c'est ce que vous êtes. Juste avant de partir, certaines personnes deviennent profondément paisibles et presque lumineuses, comme si quelque chose luisait à travers la forme en dissolution. Il arrive parfois que les personnes très malades ou âgées, parce que le mot vieux, j'aime pas trop, deviennent en quelque sorte presque transparents au cours des ultimes semaines, mois ou même années de leur vie. Lorsqu'ils vous regardent, vous voyez une lueur dans leurs yeux. La souffrance psychologique a disparu. Comme ils ont lâché prise, la personne, ce moi égoïque, construit par le mental, s'est déjà dissoute. Ils sont morts avant de mourir et ont trouvé donc une paix intérieure profonde, soit la conscience de leur part immortelle. Pour chaque accident et désastre, il existe une dimension de rédemption potentielle dont nous ne sommes habituellement pas conscients. L'immense choc de la mort imminente et tout à fait inattendu peut subitement sortir votre conscience de l'identification à la forme. Aux derniers instants, avant la mort physique et au moment de celle-ci, vous avez l'impression d'être une conscience libérée de la forme. Soudain, plus de peur, seulement la paix et la certitude que tout va bien, et que la mort n'est que la dissolution d'une forme. La mort est alors perçue en fin de compte comme une illusion, tout comme la forme à laquelle vous vous étiez identifié. La mort n'est pas une anomalie ni l'événement le plus terrible de tous, comme la culture moderne voudrait vous le faire croire, mais la chose la plus naturelle du monde, inséparable de son autre polarité, la naissance tout aussi naturelle. Rappelez-vous cela, lorsque vous accompagnez un mourant, comme je l'ai fait avec mon père, c'est un grand privilège et un geste sacré que d'assister à la mort de quelqu'un en tant que témoin et compagnon. Lorsque vous accompagnez un mourant, ne niez aucun aspect de cette expérience, ne niez pas ce qui est en train de se passer, ni vos sentiments. Reconnaître que vous ne pouvez rien faire
peut vous donner un sentiment de désespoir, de tristesse ou de colère. Acceptez ce que vous ressentez, puis faites un pas de plus. Acceptez votre impuissance, acceptez-la complètement. Vous ne dominez pas la situation. Abandonnez-vous profondément à chaque aspect de cette expérience, à vos sentiments, de même qu'à toute la douleur ou à l'inconfort du mourant. Votre conscience en lâcher prise et le calme qui l'accompagne aideront grandement le mourant et faciliteront donc sa transition. S'il convient de prononcer quelques paroles, elles jailriront de votre calme intérieur, mais ne seront en somme secondaires. Avec le calme vient la bénédiction et la paix. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne mes expériences, donc j'en avais déjà parlé ultérieurement, quand j'ai perdu mon père, avant qu'il parte définitivement, j'étais en région parisienne et j'ai ma mère qui m'a appelé. Voilà, elle était partie en urgence parce qu'il a fait une mauvaise chute à la maison. Voilà. Et les pompiers sont venus, il a rendu du sang, etc. Donc il est parti aux urgences. Je l'ai appelé, je lui ai parlé, comme d'habitude, toujours dans le positif. T'inquiète pas ma fille, tout va bien, etc. etc. Puis après, elle a eu du mal à parler. Donc il est resté donc quelques temps en urgence, pas très longtemps, et puis il a été en réa. Ça a duré comme ça pendant quelques mois. Donc j'ai quitté mon travail, enfin je l'ai quitté partiellement on va dire, et ma mère était au courant de certaines choses, mais je le sentais aussi. Voilà. Donc bah, j'ai atterri à côté de Carcassonne, voilà, pour aller le voir, donc diabétique, machin, etc. En plus, il était tombé, il avait la jambe avec un truc qui traversait la jambe, enfin, c'était catastrophique. Quand je lui ai rendu visite avec ma mère en transport, donc voilà, en réa, vous n'avez pas le droit de rester plus de 20 minutes. Donc en transport, il y en a bien pour à l'hôpital de Carcassonne pour un certain temps. On a 2 bus à prendre. Et sur le fait, il m'a pas trop reconnu parce que une infirmière m'a dit, vu que c'était un homme qui n'a jamais été pratiquement à l'hôpital, quand vous rentrez dans les hôpitaux comme ça, vous êtes un petit peu déboussolé, un peu désaxé. Voilà. Donc après, il m'a reconnu, etc. Bon, là, il pouvait pas parler parce qu'il avait déjà le tuyau dans la bouche. Et puis, en fin de compte, j'ai appris qu'il pouvait plus se nourrir. Donc, il était nourri artificiel, il était branché de partout. Donc, c'est difficile quand même de voir son père dans cet état-là. En plus, en réa, c'est une chambre vraiment assez spéciale. Voilà, donc au fil du temps, j'ai été le voir, tout ça, etc. Bon, je savais très bien qu'il n'y avait plus rien à faire, mais on a essayé de le tenir pendant un certain temps comme ça. Et plus ça allait, plus ça se dégradait. Et puis, enfin, je ne vais pas tout vous raconter. Donc après, les derniers temps, ma mère ne voulait plus y aller parce que c'était trop dur pour elle, donc j'y allais seule. Donc en transport pendant quelques heures de transport pour 20 minutes. Bref, et puis les docteurs parlaient souvent devant mon père, même si on le bourrait de, comment dire, de calmant, voilà, pour le faire dormir le plus possible, il entendait quand même, hein, quand il a su qu'on lui a dit que, quand ils ont échangé qu'il ne pourrait plus, comment dire, marcher, bah, il a voulu tout débrancher. Voilà. Donc ça, je l'ai su après. C'est pour ça que quand j'allais le voir, il avait les mains attachées. Et un jour, j'ai pas supporté. J'ai demandé à l'infirmier qui me détache ça. Et voilà, parce que j'avais envie qu'il ait les mains libres. Voilà. Donc, comme il ne pouvait plus parler, qu'il était branché au niveau du tuyau de l'oxygène, de la respiration, et puis enfin, il était branché de partout. Bref, en fin de compte, on pouvait s'échanger en dialoguant qu'avec le regard. Et il me répondit oui quand il baissait les yeux. Et voilà, on s'était fait un petit truc entre nous comme ça. Et au fil du temps, ça s'est dégradé. Il y a eu une réunion, etc. etc. Voilà, j'ai ma sœur aînée qui était encore aux États-Unis, qui était venue
le voir en France de son vivant, et elle a perdu son travail et ça tombait très bien parce qu'elle voulait revenir en France. Donc voilà. Et puis bah, les derniers temps sont arrivés, bien sûr. Donc jusqu'au jour où on a appelé, il faut venir parce que voilà, ça va être bientôt terminé, etc., etc. Et puis 2, 3 jours avant ou un jour avant, je lui avais appris dans l'oreille, je lui parlais dans l'oreille, l'arrivée de sa première arrière petite fille. Et il s'est éteint un jour ou 2 jours après. Comme quoi qu'il attendait cette nouvelle. Il y a d'autres trucs encore. Et bah, du coup, j'y suis allée toute seule. Et à l'époque, il y avait mon oncle et ma tante, donc un de ses frères et une tante qui étaient présentes. Et puis, bah, j'y suis allée. J'y suis allée, on m'a demandé de ramener ceci, cela. Bref, j'y suis allée et bah, en me disant que ce serait la fin, etc. Donc j'ai demandé à ce que je passe la nuit là-bas. Donc on m'a dit non, il n'y a pas de lit, mais vous pouvez vous mettre sur le fauteuil, etc. Et puis, je suis désolée de parler de ça, mais le corps était froid déjà, et ça sonnait, machin, etc. Et en fin de compte, j'ai pas eu besoin de passer la nuit puisqu'il s'est éteint le soir en très peu de temps, et je l'ai accompagné jusqu'au bout. Voilà, je lui caressais le front, je l'ai embrassé sur le front, c'était froid, mais c'était mon père, voilà. Et je ne sais pas s'il s'est vu partir, mais je sais que j'ai été là jusqu'au bout, tout simplement. Donc, quand on m'a dit ça y est, c'est l'heure du départ, etc., je peux vous dire que j'étais pas bien. J'ai demandé un verre d'eau parce que je crois que j'allais tomber par terre, mais je l'ai fait. Voilà. Donc, pour vous dire tout ça, que quelques temps après son départ, du coup, après, je suis partie dans les Landes et j'avais expliqué ça. Il y a des choses inexplicables qui sont arrivées. Euh, J'étais assise, j'avais des livres, et il y a un livre qui est tombé. Il est tombé, et quand j'ai ouvert la page, c'était comme un message, tout simplement. Voilà, et quand je vous avais dit il y a des personnes qui arrivent à ressentir des odeurs qui vous sont familières, ça peut être des odeurs de cuisine, ça peut être des odeurs de parfum, ça peut être des odeurs de cigarettes ou de tabac, tout dépend, voilà. Je sais que j'avais un père qui cuisinait énormément, il adorait la cuisine. Et j'avais expliqué qu'un matin, je me suis levée, et personne cuisinait, il était tôt. J'allais faire mon café. Quand je suis rentrée dans la cuisine, j'ai senti comme une présence et j'ai senti sa cuisine, parce qu'il aimait bien que ça soit relevé, persillé, etc. Donc des ombres que je voyais, il y a plein de choses qui sont inexplicables, comme une amie aussi d'un certain âge en région parisienne. Donc je travaillais aussi, je suis partie aussi pour la seconder, parce qu'elle est partie d'un cancer. Voilà, et elle m'avait choisi pour me prévenir et assez venir rapidement. Donc c'était en région parisienne, et on m'a dit oui, il faut vite venir parce que ça va être la fin, etc., etc., etc. Et j'ai fait vite, je me suis vite préparée, j'avais des métros à prendre, etc., un changement et tout. J'ai couru, j'ai prié, j'ai dit oh là là, faut que j'arrive à temps, etc. Et quand je suis arrivée, elle est partie 2, 3 minutes après. Donc, comme quoi elle attendait ma visite. Oui, il y a plein de choses quand même qui sont quand même inexplicables. Et, et l'infirmière, elle m'a dit, bah, devez vous attendre, tout simplement. Et la veille de son départ, elle parlait de sa sœur qui était décédée, elle la voyait. Elle la voyait. Bon, il n'y a pas que ça. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables que j'ai, comment dire, que j'ai connues, je pourrais pas vous dire. Euh, un exemple, voilà, lors d'un, ça c'était sur Paris, lors d'un examen, parce que j'avais des extrasystoles et on devait faire des examens au niveau du cœur, c'est-à-dire on m'a endormi au niveau de l'aine, on m'a passé une sonde pour explorer mon cœur, etc. Parce que j'avais des extrasystoles et on voulait savoir si je pouvais les arrêter. Donc j'ai eu 2 examens à la suite, pas le même jour bien sûr. Et puis après, on m'a injecté un produit pour faire battre votre cœur le plus possible, savoir jusqu'où il peut aller.
Et quand on m'a injecté ce produit, je sentais de la chaleur autour de la bouche et tout. Enfin bref, j'avais soif et tout. C'était pas très agréable. Et j'ai vu au plafond, je peux vous assurer que c'est vrai, j'ai pas juré, j'ai vu deux petites lumières brillantes qui ont traversé la pièce. Mais il n'y a pas que ça. Franchement, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé et je ne veux pas l'affirmer, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre après cette mort ici-bas terrestre. Voilà, on quitte son corps charnel, puisque nous sommes une couverture charnelle ici sur Terre, mais l'âme, le cœur, tout ça est toujours présent, hein. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus, j'ai beaucoup vu de documentaires, etc. Et des choses aussi inexplicables qui me sont arrivées, c'est-à-dire aussi dans un vieux moulin où j'ai vécu avec mes parents pendant quelques temps. C'était très grand, etc. Et à l'époque, mon ex-mari travaillait la nuit en tant que pompier, etc. Et j'étais seule avec ma fille aînée, voilà, dans une grande chambre en haut. Et j'ai entendu une très 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 grande respiration et impressionnant. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, etc. J'ai voulu voir si c'était ma fille qui respirait comme ça, donc je me suis après penchée légèrement vers le lit et en fin de compte, non. Et je me recouche et là j'étais terrifiée à l'époque, donc ça m'a pas plu du tout et cette respiration, je l'entendais. Et en fin de compte, j'ai fait des recherches, des recherches, des recherches et j'ai su que le propriétaire de ce vieux moulin était décédé donc dans ce moulin, tout simplement. Après, c'est pareil, j'étais dans un endroit donc sur la Côte d'Azur où la troupe Napoléon est passée, hein, parce que la troupe Napoléon est passée aussi à Grasse, etc. Et passée aussi par je ne sais plus quel, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Et j'étais dans un endroit aussi et toute la nuit, j'avais des images d'hommes avec des moustaches en l'air, avec des fusils à baïonnette. Et je voyais comme des troupes alignées, etc. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Puis je voyais des dames, des femmes avec des robes d'avant, etc. Et il y a des choses qui m'ont interpellée et j'ai voulu me renseigner. Donc, je crois que c'est au cadastre qu'on dit comme ça, au cadastre, je sais plus. Avec un ami que je connaissais là-bas, qui était vraiment de la région, puisque je n'étais pas de là-bas non plus. Et je me suis renseignée et j'ai pu comprendre que la troupe Napoléon était passée par là. Donc il n'y a pas que ça comme exemple, hein, il y en a plusieurs. Un truc qu'il ne faut pas faire, c'est que étant plus jeune, j'ai essayé de découper les, l'alphabet, hein, de A jusqu'à Z, le oui, le non, et puis de 1 à 0. Et il y en a qui le font avec le verre. Donc j'ai fait des expériences avec une amie. On avait ouvert la fenêtre et quand c'est comme ça, il faut vous protéger. Soit vous mettez la Sainte Vierge, vous mettez de l'eau bédite, il faut laisser les fenêtres ouvertes. On me croit ou on ne me croit pas. Et j'ai voulu communiquer. Apparemment, il ne faut pas trop les déranger. Et j'ai eu, vous me croyez ou pas, c'était mon arrière, ma grand-mère avec qui j'ai eu un lien très, très beau, très, voilà, on se comprenait très bien. C'était une femme très pieuse, etc. Et j'ai posé des questions, est-ce qu'elle était bien où elle était? Donc ça a répondu la lumière, machin, etc. Après, elle a parlé de ma deuxième fille, comme si qu'elle me donnait un conseil. Et puis après, j'ai posé des questions où je ne connaissais ni les dates, ni le chien de mon père quand il était petit. C'était un berger allemand, parce qu'ils adoraient les animaux. Et on m'a donné des dates, des réponses que je ne savais pas. Donc c'est assez étonnant. Donc quand ça a été terminé, le lendemain, j'ai appelé mon père de son vivant.
Et je lui ai dit, est-ce que ton chien, quand tu étais petit, s'appelait comme ça? Est-ce que la date de mariage de mamie et papy, donc ses parents et mes grands-parents paternels étaient la bonne date, parce que je n'étais vraiment pas au courant de tout. Et en fin de compte, tout s'avérait vrai. Donc il y a bien quelque chose qui existe au-delà de la mort ici-bas. Voilà. Personnellement, je pense que nous sommes sur Terre, nous avons une mission à faire. Voilà, euh, nous avons cette couverture charnelle. Nous avons aussi le corps énergétique, le corps, etc. Et quand nous partons, la vie n'est pas terminée. On va vers un ailleurs. Je peux pas vous dire comment c'est, mais c'est un ailleurs. Et je peux pas tout vous raconter, ça serait vraiment trop long, parce que j'en suis à 30 minutes. Et quand j'ai perdu aussi donc ma mère d'une maladie qui n'était pas, voilà, elle est partie, voilà, on savait plus ou moins, etc. Donc ça a duré quelques mois avec ma sœur. C'est pareil, je me suis dérangée aussi pour m'occuper d'elle avec ma sœur. On se relayait, etc. parce qu'elle ne voulait pas aller à l'hôpital. J'ai vu son corps se dégrader. J'ai fait le rôle un peu d'une infirmière. J'ai fait la cuisine. J'ai fait pas mal de choses et je le regrette pas du tout. Voilà. Et elle ne voulait pas aller à l'hôpital, hein, donc je lui mettais ses patchs. Voilà, plus ça allait, plus on augmentait les patchs contre la douleur, puisque c'était un cancer du sein qui s'est généralisé au niveau du foie, au niveau des os. Donc je dormais dans la chambre d'amis et c'est vrai que je l'entendais souffrir, parce que ça fait souffrir, croyez-moi. C'est horrible, hein. C'est horrible. Bref. Et puis après, bon, ben, ça s'est décomposé malheureusement jusqu'au jour où elle a enflé, puisqu'elle avait un bras qui était enflé par de l'eau. Et enfin, je me suis occupée d'elle, je lui ai massé les jambes, je lui mettais du vernis, je la maquillais un petit peu, etc. Enfin voilà quoi. Jusqu'au jour où un jour elle m'a dit je me retrouverai dans un fauteuil roulant. Donc j'ai été prévenue, donc c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y avait un déhanchement au niveau de la hanche à cause du cancer qui rongeait. Voilà. Et un jour, elle m'a demandé, tiens, tu vas me mettre là, je vais regarder le jardin dans la maison. Et elle m'a demandé de lui mettre une musique, donc je lui ai mis. Puis plus ça va, plus elle tombait. Enfin bref, c'est affreux, hein. Quand vous vous occupez de votre propre père ou mère dans ce genre de maladie, je peux vous dire qu'il faut vous accrocher, c'est très dur. J'ai souvent pleuré dans le garage, hein. Pas devant ma mère, parce qu'on me disait tout le temps, ma sœur aînée me disant tout le temps, faut être forte, faut être forte. Oui, mais bon, faut être forte jusqu'à un certain, jusqu'à un certain moment. Bref. Et donc, bon, ben, le jour est venu, hein, où, voilà. Et donc, les urgences sont venues, ma sœur m'a suivi en voiture, je l'avais appelée, etc. Elle travaillait pas à un temps complet, mais elle travaillait. Et donc, un week-end sur deux, on se reliait, hein, parce que c'était trop mentalement fatigant, usant, etc. Donc, à savoir que vous avez des aides aussi pour les personnes qui s'occupent de ses proches. Voilà, vous pouvez être aidé moralement, etc. Et puis, donc, on arrive à l'hôpital, etc. Voilà, ils essaient de lui retirer de l'eau dans les poumons et tout ça. La peau était tellement dure, voilà, parce qu'il y avait des nodules qui ressortaient. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter tous les détails. Et puis, du coup, elle est restée à l'hôpital. Et puis, euh, en fin de compte, elle est restée que 2 jours. Et puis, elle nous a pris à part. Et en fin de compte, bon, bah, ils lui ont mis des injections pour pas souffrir. Et puis, ça l'a fait partir comme ça, quoi. Et en fin de compte, elle est partie le jour de la fête des mères. Donc, on avait acheté un cadeau pour lui remettre le jour de la fête des mères. Et en fin de compte, les cadeaux, elle les a pas vus. Mais elle est partie en laissant une date qui est quand même le jour de la fête des mères.
Voilà, donc il y a plein de choses aussi qui s'est passé après, enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment, comment dire, inexplicables. Donc, personnellement, je crois à la vie d'ailleurs. J'ai lu aussi beaucoup de livres là-dessus bien avant, quand j'étais plus jeune. Comme quoi que déjà, sur Terre, nous avons tous une mission à faire. Et quand vous partez, il y a des paliers à passer et il y a des missions aussi à faire au-delà, de l'autre côté du miroir, du voile. Bon, je vais m'arrêter là parce que voilà, ça fait beaucoup quand même. Bon, c'est pour vous dire que personnellement, je crois à quelque chose après cette mort ici-bas sur Terre. D'accord? Il faut savoir que nous avons notre corps physique, notre corps énergétique, notre corps, etc., etc. Et personnellement, je pense que voilà, quand on part, c'est la couverture charnelle qui part. Voilà. Il y a encore plein de choses que j'ai qui me sont arrivées dans la vie, mais je ne peux pas tout vous raconter, ça serait vraiment trop long. J'en suis à 36 minutes. Donc personnellement, la vie, pour moi, est éternelle. Voilà. C'est douloureux quand on accompagne quelqu'un jusqu'au bout. Je peux vous dire que c'est très difficile, surtout quand c'est un de vos proches. Mais si on peut le faire, il faut le faire. Voilà. Parce que pour moi, il était hors de question que mon père, je le laisse partir tout seul. Je ne voulais pas. Voilà. En ce qui concerne ma mère, j'ai eu un ressenti. J'ai, on dormait chez mes parents, donc ma mère, puisque mon père n'était plus là. Et j'ai dit à ma sœur, c'est bizarre, je le sens pas, il y a quelque chose qui va arriver, ça va pas. J'ai dit, j'ai envie de téléphoner à l'hôpital pour savoir si. Elle me dit, t'inquiète pas, elle doit dormir et tout. Bah oui, elle doit dormir, elle s'est éteinte au petit matin. Donc, drôle de réveil pour la fête des mères. Parce que la fête des mères change tout le temps de date, hein. Tous les ans, ce n'est pas la même date. Ou le jour, je ne sais plus. Bref. Ou ça peut être le mois. Donc, bon, personnellement, j'y crois. Après, c'est pas au niveau de croyance ni quoi que ce soit, parce que j'avais d'un côté une grand-mère qui était très pieuse, mon grand-père un peu moins, euh, bah, mon père qui a fait le catéchisme, etc., vis-à-vis de ses parents, mais après, voilà, il avait sa propre opinion de tout. Et puis, euh, et puis voilà, après, chacun pense, voilà, chacun, excusez-moi, je décroise mes jambes, chacun pense comme il le veut, souhaite comme, voilà, pense comme il le veut, voilà, respect. Donc je ne parle pas de croyance, moi je parle de ce qui m'est arrivé après, tout simplement. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui sont inexplicables, tout simplement. Donc si ça peut rassurer certaines personnes, j'espère. Et voilà, je pense que j'ai fini. Je ne vais pas tout énumérer parce qu'il y a tellement de choses qui me sont arrivées que ce serait vraiment trop, 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 trop long. Voilà, et je ne dis pas n'importe quoi. Dans ma tête, tout va bien. Voilà, vous inquiétez pas. Je suis franche et sincère. C'est pas évident de raconter des choses comme ça parce qu'on peut ne pas vous croire. Mais oui, il y a effectivement des choses qui sont inexplicables. Tout simplement. Donc voilà. Alors quand je parlais tout à l'heure aussi, j'ai oublié de vous dire, des sans-abri. euh, Ce matin, quand j'ai pris le bus beaucoup plus tôt parce que je voulais pas être en retard vis-à-vis des bouchons, etc., si j'aurais pris l'autre bus, donc j'ai erré dans les rues où je réside pendant au moins une bonne demi-heure. Et là, je peux vous dire qu'il faisait très froid. Et j'ai pensé à ces personnes qui sont sans abri. Et je suis sûre et certaine qu'il y en a qui doivent mourir de froid parce que il y a de tout âge. D'accord? Donc j'imagine ces personnes dehors toute la nuit, voilà, toute la nuit, avec ce froid glacial,
Et ça existe toujours, quoi. Punaise, ça existe toujours. Je ne comprends pas, depuis des années, il y a eu l'abbé Pierre qui a fait de très belles choses, qui a fait de très belles choses pour ces personnes. J'ai vu le film, voilà, avec je sais plus comment il s'appelait comme acteur. J'ai vu des documentaires, j'ai vu plein de choses. Comment, comment, en 2021, il y a encore des personnes qui vivent dehors? Pour moi, c'est incompréhensible et c'est pas normal. Ce n'est pas normal et ça a toujours existé, hein. Euh, Si vous regardez l'histoire de France, bien avant, au temps de Louis Machin, etc., il y avait la cour des miracles à Paris, et voilà, il y avait aussi des personnes qui avaient la peste, qui étaient mises de côté. La, voilà, la pauvreté, la richesse a toujours existé depuis des années, des millénaires d'années, des millions d'années. D'accord? Donc on est toujours dans ce même système, hein. D'un côté, il y a le flouze et de l'autre, il y a ceux qui trament pour pouvoir se nourrir et se loger. Et il y en a qui vivent encore dehors. Donc ce n'est pas normal en 2021 qu'il y ait encore des personnes qui sont dehors. Voilà, qui sont dehors. Il y a des personnes, malheureusement, moi j'avais fait une vidéo sur les SDF, j'aime pas ce mot-là, les sans-abri. Je n'ai pas eu trop de vues parce que ça intéresse personne. Mais je sais pas, quand on a du cœur, etc., il faut quand même y penser, quoi. Euh, il y en a qui tombent très vite. On peut tomber très vite. On peut être très, très, très haut et tomber d'un seul coup. Il suffit que vous n'aviez plus de famille, que vous n'avez pas d'aide, etc. Bon, après, il y en a que c'est la boisson, etc. Mais la boisson, c'est une forme de dépression. C'est un cercle vicieux. Mais vous avez des personnes qui avaient des métiers et qui ont dû euh, lâcher leur métier parce qu'ils ont perdu ceci, ils ont perdu cela, etc. C'est tout un enchaînement, c'est tout un engrenage. Vous avez aussi des personnes qui dorment dans leur voiture, voilà, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un logement, tout simplement. Donc tout ça, c'est pas normal et ça continue et ça continue et ça continue. Pourtant, on essaie de faire des choses, etc. Mais c'est pas normal qu'il y a des gens qui sont encore dans la rue, quoi. Je veux dire, c'est pas normal. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel. Donc voilà. Donc je reviendrai vers vous pour. Alors, je sais pas si je devais vous lire le dernier chapitre, hein, chapitre, pardon. C'est pareil, c'est la souffrance et sa disparition, donc c'est pas très gai non plus. Après, ça peut être intéressant. Donc je pense que je ferai ce dernier chapitre qui sera la fin de ce livre qui est quand même assez compliqué. Voilà, parce qu'il y a au niveau de l'art, du calme intérieur, etc. Un livre de sagesse qui vous ramène à l'essentiel. Vous avez aussi de la lecture sur le présent, etc. Qui sont plus faciles à comprendre. Voilà. Donc voilà, j'espère que Marie-Jeanne, ça t'a fait plaisir. Voilà. Maintenant, si tu veux mettre des commentaires, si ça interpelle aussi ce que je vous ai dit chez certaines personnes, ben, je vous invite à mettre des commentaires. Et puis il faudra vraiment que je réponde oralement à tous les commentaires d'un seul coup, comme ça au moins ce sera fait. Voilà. En attendant, ben, écoutez, s'il fait soleil, hein, si vous avez du soleil près de chez vous, profitez. Profitez, même s'il fait froid, ça vous amener des bonnes vitamines. Et puis le froid, ça ravigote, ça fait du bien. Il faut bien se couvrir. Voilà. Mais j'ai une pensée pour ces personnes voilà, qui sont dehors, dans le froid, avec pas grand-chose dans le ventre. Et voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et je reviendrai vers vous ultérieurement euh, pour cette suite, ce dernier chapitre. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour voir un petit peu les énergies au niveau de la France, au niveau de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ma crotte. Je vous fais des bisous et je pense très fort à vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous.